Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons la tournée de la presse avec le quotidien Le Monde où nous lisons 11 militaires ont été tués samedi dernier en Égypte en déjouant une attaque terroriste à proximité du canal de Suez dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays. Un groupe d'éléments terroristes a lancé une attaque contre une station de pompage hydraulique militaire. C'est ce qu'a fait savoir un communiqué militaire. Les soldats les ont repoussés et des combats se sont ensuivis dans lesquels 11 militaires ont été tués et 5 blessés selon le texte. Enchaînons la tournée de la presse avec l'Ahram Hebdo. En application des directives du président Abdel Fattah el-Sisi, les autorités égyptiennes ont réussi à libérer 20 marins égyptiens au Yémen. Des mesures sont en cours pour assurer leur retour au pays. Le président de la République avait ordonné aux appareils de l'État de fournir tous les soins nécessaires aux Égyptiens en Égypte et à l'étranger. Les marins sont en bonne santé. Enchaînons avec la RFI, le Premier ministre libyen dirigé par la Chambre des représentants, Fathi Bashagha, a déclaré dans un discours prononcé jeudi 5 mai 2022 à Sirte que son gouvernement exercerait désormais ses fonctions à partir de cette ville. À plusieurs reprises, il a essayé de prendre ses fonctions à Tripoli, mais sans succès avant d'y renoncer. Et terminons notre revue de presse sur l'Afrique avec Voix of Africa. Le nombre de nouveaux cas recensés à la Covid-19 en Afrique du Sud a augmenté de plus de 50% en 24 heures, selon des chiffres officiels publiés jeudi. Une nouvelle vague portée notamment par de nouveaux sous-variants d'Omicron. L'Institut national pour les maladies contagieuses a recensé 9 757 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, soit 50% de plus par rapport aux 6 170 nouveaux cas comptabilisés la veille mercredi. Des Congolais se rendront aux urnes en juillet pour élire les membres de leur Assemblée nationale ainsi que ceux des conseils départementaux. Le gouvernement a publié vendredi la date du premier tour de ce double scrutin. Le 29 septembre 2020, la République arabe d'Égypte a émis sa première obligation verte d'un montant de 750 millions de dollars. L'objectif de la transaction était de montrer l'engagement de l'Égypte envers les objectifs de développement durable des Nations Unies et d'en aligner ces trois dimensions économiques, sociales et environnementales dans sa stratégie de développement Égypte Vision 2030. L'élaboration du Green Bond Framework a été menée par le ministère des Finances. L'Égypte a reçu les félicitations de la Banque mondiale pour avoir adopté cette nouvelle solution de financement. Cette transaction est emblématique car elle a permis à l'Égypte de devenir le premier émetteur souverain de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à lancer une obligation verte, démontrant son leadership dans le développement de la finance durable dans la région. Cette obligation verte est alignée sur les meilleures pratiques du marché, ce qui devrait ouvrir la voie à d'autres émetteurs souverains de la région. L'obligation contribuera à renforcer la confiance des investisseurs étrangers dans l'économie égyptienne. Le pays cherche ainsi à améliorer ses infrastructures dans tous les secteurs et régions du pays pour une plus grande efficacité énergétique et la conservation des ressources. Pour le ministre des Finances, le pays dispose d'un projet vert éligible d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, dont 16% dans le domaine des énergies renouvelables, un autre 19% dans le transport propre, 26% dans la gestion durable de l'eau et de l'assainissement et 39% dans la réduction et le contrôle de la pollution. C'était donc l'Égypte qui était le premier émetteur souverain de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord à lancer une obligation verte, ce qui démontre son leadership dans le développement de la finance durable dans la région. Alors, la Banque mondiale a déclaré que l'Égypte était à l'avant-garde des pays ayant émis la première obligation verte d'un montant de 750 millions de dollars.
Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Ahmed El-Lifi, conseiller en économie et expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Ahmed El-Lifi. Bonjour à vous, madame. Bonjour. D'abord, veuillez nous expliquer ce que veut dire une obligation verte et veuillez nous expliquer pourquoi l'Égypte a décidé d'émettre cette obligation verte et sur quelles pratiques de marché se base-t-elle? Ben, pour commencer avec le mot vert, normalement, ça s'utilise pour tout genre de projet ou initiative ou usine qui est conforme ou plus amiable, disons, avec l'environnement. Donc, quand on dit un projet vert ou un investissement vert ou quelque chose pareil, ça signifie que c'est quelque chose où la technologie qui est utilisée dans le domaine ou le sujet qu'on est en train de discuter, c'est pas polluant, c'est dans la direction qui a été mise dans le dernier conférence à Glasgow pour la protection de l'environnement et du milieu de la planète pour les générations qui suivent. Et là, l'Égypte est en train de toujours, et je pense que c'est une technique consistante que l'administration du président Sisi et le gouvernement présent est en train d'utiliser, c'est de penser 2 pas à l'avant. C'est pas seulement un seul pas. Ou dans les priorités immédiates. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le management éteindre les incendies. C'est comme on est toujours dans un zone d'incendie et on est en train de l'éteindre. Cette administration ne pense pas comme ça. Ils sont en train de penser sur un niveau stratégique. Okay. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce domaine? 2 choses. Premièrement, et ça, c'est pour plusieurs raisons, y compris la guerre, y compris plusieurs raisons, mais les sources traditionnelles d'énergie sont en train de flamber en coût et en prix. Donc ça, c'est quelque chose pour des dizaines de raisons, peut-être ce n'est pas le bon moment de les expliquer en détail maintenant, mais il y a plusieurs raisons et ces raisons ne vont pas partir disons, ça ne peut pas partir prochainement. Ok. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. L'Égypte a un avantage énorme ou de nature ou de vent, de soleil, qui nous permet à utiliser les sources d'énergie qui sont beaucoup plus Propre. moins polluants à l'environnement et en même temps, ça tombe très bien qu'il coûte beaucoup moins cher aussi. Donc, c'est un effet à double tranche, si vous voulez. Oui. Okay. Comme l'énergie solaire, vous voulez dire. Absolument. Moi, personnellement, je peux vous dire ça. J'ai changé l'énergie de moi, chez moi à la maison, que ma maison aujourd'hui, c'est une maison à 100% solaire. Je peux vous dire que j'ai bien économisé de l'argent. Parce que maintenant, pratiquement, quand je paye des miettes. Et vraiment, c'est un coût, on le paye une seule fois. Et pour le reste, j'espère, au moins, ils m'ont promis 15 ans, on va voir. Mais je paye plus d'électricité chez moi. Et c'est très intéressant. J'ai oublié, j'ai arrêté un coût mensuel qui était très important pour moi. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas très loin de ça. Mais on est en train de le faire sur le niveau du pays complètement. Oui. Ce qui est très intelligent, je pense. Oui, parce que si on était en Norvège où on souhaite, on n'aurait pas avoir ça comme une solution pratique, si vous voulez. Oui. Là où on n'a pas de soleil pour 3/4 de l'année minimum.
Ok, mais là, on a soleil pratiquement oui. chaque jour de l'année. Je suis en train d'observer ça, je suis un peu très intéressé au sujet, parce que je regarde, j'ai un petit app sur le téléphone et je suis en train de regarder la production d'énergie chez moi par jour. C'est quoi la différence? Ce sont les heures du soleil. Donc, en janvier, c'était quelque chose et maintenant, ça a augmenté presque de 20%, quelque chose comme ça. Parce qu'on a commencé l'été déjà et on a plus de heures ensoleillées dans la journée qu'en hiver. Mais on a toujours du soleil, on est en Égypte. Oui, et là, on est en train d'utiliser les biens, les dons qu'on a chez nous. Et ça, c'est la chose qui est très intelligente. Une deuxième fois, si on était au Suède ou un pays nordique, ça aurait été pas vraiment très faisable. Oui. Mais on a des avantages naturels et on est en train de les utiliser. Oui. Et une chose que je dois féliciter l'administration présente une deuxième fois, qu'on est en train de faire des solutions qui sont applicables à l'Égypte. Oui. C'est pas qu'on est en train de faire de copier-coller. Pour la première fois, pour plusieurs années, on est en train de comprendre notre milieu, nos besoins, et on est en train d'appliquer des solutions qui sont bien pour nous. Et ça, on le faisait, malheureusement, mais on ne le faisait pas dans le passé. Docteur Ahmed Ellifi, je m'excuse pour cette interruption. Je vous remercie infiniment. Je rappelle, docteur Ahmed Ellifi, conseiller et expert en économie. Nous vous remercions infiniment pour ces explications. Et enchaînons cette édition avec le Congo. Alors, des Congolais se rendront aux urnes en juillet pour élire les membres de leur Assemblée nationale ainsi que ceux des conseils départementaux. Le gouvernement a publié vendredi la date du premier tour de ce scrutin. Le top départ de ces scrutins sera donné par les agents de la force publique congolaise. Ils voteront le 4 juillet alors que le reste du corps électoral est appelé aux urnes 6 jours plus tard. Shamsenemi, ou plutôt Dalia Karam, nous donne plus de détails. Le premier tour des élections législatives à les élections locales au Congo-Brazzaville auront lieu le 10 juillet sur décision du gouvernement annoncée vendredi à la télévision d'État Télé Congo. Le Conseil des ministres a décidé de convoquer le corps électoral pour le premier tour des élections législatives et pour les élections locales le 4 juillet pour le vote des membres de la force publique et le 10 juillet pour le vote général, a déclaré Thierry Mongala, porte-parole du gouvernement dans un compte rendu du Conseil des ministres. Ces dates ont été retenues compte tenu de la complexité et de la lourdeur des opérations préparatoires pour permettre leur exécution optimale, a indiqué M. Mongala. La date du second des législatives qui vise à renouveler l'Assemblée nationale n'a pas été fixée. Première formation de la majorité, le Parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso, âgé de 79 ans en 2022, dont presque 38 à la tête du pays, a déjà investi ses candidats. Il compte 92 députés sur 151 dans l'Assemblée sortante. Unique parti d'opposition disposant d'un groupe parlementaire dans la chambre basse du Parlement, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale entend prendre part au scrutin. L'Union des démocrates humanistes y participera également. En revanche, l'Alliance pour la République et la démocratie de Mathias Zong, ancien ministre des Finances, et la Fédération de l'opposition congolaise de Clément Mirassa sont favorables à un boycott, estimant l'élection jouée d'avance. L'Assemblée nationale congolaise compte 151 sièges. L'actuelle législature est dominée par le PCT, le Parti congolais du travail, au pouvoir avec 92 députés. L'opposition est représentée par l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social, UPADES. Les pouvoirs de l'Assemblée nationale congolaise ont été renforcés par la Constitution de 2015. Elle peut, par le vote d'une motion de censure, renverser le gouvernement, alors que la même Constitution confère aussi au président de la République le pouvoir de dissoudre cette chambre basse du Parlement.
Alors nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du monde concernant l'Afrique. Mais avant de vous laisser, je vous propose de suivre avec nous ce commentaire signé Shem Senemi. Alors l'un des premiers films d'animation marocain sera présenté au Festival international du film d'animation de Meknes qui se tiendra du 6 au 11 mai. Ce film a été réalisé à Casablanca et honore le patrimoine culturel mais aussi le paysage linguistique du pays. Voyons ensemble ce commentaire. Merci et au revoir. Le Festival international du film d'animation de Meknes se tiendra jusqu'au 11 mai. L'un des premiers films d'animation marocains y sera présenté. Il faisait partie d'un galop d'essai commandé en 2019 par les chaînes de télévision marocaines Al-Oula et 2M en partenariat avec le FICAM. Ce film a été réalisé à Casablanca et honore le patrimoine culturel, mais aussi le paysage linguistique du pays. Il s'agit de la première série d'animation 100% marocaine, que ce soit au niveau du scénario ou des capacités techniques. Tout est entièrement marocain, du début à la fin. C'est un honneur pour nous, car lorsque nous étions jeunes, nous avions toujours regardé de nombreux films d'animation étrangers tels que Sally, Belle et Sébastien et Capitaine Majed, et nous avons toujours souhaité voir un film d'animation produit par un Marocain. Ici, le rêve commence à se réaliser, c'est ce qu'a expliqué Dalila Drouisha, la directrice de production à Studio Artcoustic. Les artistes 3D et dessinateurs de l'équipe ont soit étudié le graphisme, soit sont autodidactes et se sont formés grâce à des tutoriels.